Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bon, merci beaucoup. J'aurais préféré parler français. The language is English, so speak in English. La langue de la conférence étant l'anglais, je vais m'adresser à vous en anglais où je me sens beaucoup plus à l'aise qu'avec le français. Actually, I'm going to try to cram in. Je vais essayer Tempted by this, de vous speakers and, présenter 2 ou 3 éléments intégrés dans l'ensemble des pensées et des réflexions de la journée. Et ce dont je vais vous parler plus particulièrement concerne le choix entre l'action d'aller pour des réductions maintenant more research and development. ou de se lancer plus dans la recherche sur les nouvelles technologies qui vont nous permettre d'avoir des systèmes de réduction qui seront moins chers à l'avenir. Je ne vais pas m'attarder sur la question des incertitudes qui ont déjà été évoquées, mais je pense qu'il y a Political dimension to this, and Il y a un élément politique assez intéressant en la matière. Il semble qu'en Europe, more fixed on trying que le débat soit beaucoup plus axé sur la réduction des émissions maintenant, alors qu'aux États-Unis, on s'intéresse beaucoup plus à la recherche pour réduire les problèmes dans un avenir non encore défini. Je m'intéresse à l'arbitrage entre ces 2 éléments, mais j'aimerais savoir aussi comment l'incertitude va influencer nos choix et nos décisions. Donc, on en revient aux incertitudes dont Marty vous a parlé tout à l'heure, ce qui conduit à des incertitudes sur nos cibles, sur nos objectifs. I'm not speaking. I mean, there are other uncertainties. For instance, Il y a aussi les uncertainty will be successful. incertitudes sur le succès éventuel et la réussite éventuelle de la recherche et développement, dont je ne vous parlerai pas. Le changement climatique a des caractéristiques, que c'est à long terme, qu'il y a une accumulation et c'est également un phénomène mondial. Voici très brièvement un calculateur que j'utilise. Il a été développé par certains de mes collègues. Alors, vous avez à gauche les projections d'émissions. Vous voyez ensuite, en fonction des émissions, ce qui se passe en termes de température et de stock. C'est une façon très intéressante de visualiser la situation. On peut le faire fonctionner en temps réel. Vous avez ici, par exemple, le scénario initial d'émissions qui augmente au fil des années et des siècles, ce qui conduit à cette augmentation exponentielle de concentration de stock de CO2. Même chose pour les températures, mais c'est sur un délai beaucoup plus important. Si l'on stabilise les émissions, si cela devait se produire, le stock va continuer à s'accumuler, mais moins rapidement et sans augmentation linéaire. Mais il n'en reste pas moins que c'est un problème de stock et de cumul. Et nous pourrions, et c'est l'objet de l'illustration ici, et c'est l'objet de mon article, on peut maintenant réduire les émissions. C'est la ligne verdâtre que vous voyez ici. Donc en 2010, si on réduit les émissions de 1% par an, on peut atteindre l'objectif de 2 degrés, à supposer qu'il soit de 2 degrés. Si on ne le fait pas et que les ressources financières, alors évidemment, c'est un peu difficile à imaginer, mais si on considère que l'argent qui va aller maintenant en réduction serait plutôt porté sur la recherche, sur l'énergie solaire, etc., et que l'on investit que plus tard, on pourra alors réduire à moindre prix et plus rapidement, plus tard, les émissions. Et là,
c'est la courbe noire que vous voyez ici, toujours avec ces 2 degrés Celsius. Maintenant, je vais faire It's rare to have Martin and Nick and Bill and these people here. un calcul un peu étrange, un peu pour vous, parce que j'ai d'autres articles sur l'actualisation dont je pourrais vous parler. J'ai fait des travaux sur... Comme les 2 orateurs précédents, je pense qu'à très long terme et les incertitudes très fortes et les autres caractéristiques du changement climatique nous obligent à réfléchir différemment à ce taux, à cette actualisation. Et comme on l'a dit, comme Nicolas l'a dit, on ne peut pas considérer que la croissance est acquise et qu'il y aura un pourcentage de pertes uniquement. Il faut réfléchir à d'autres points. Avec Hall et Pearson, on se dit qu'il y aurait des variations dans les secteurs parce qu'il semble que si... il peut y avoir des variations dans le domaine de la télécommunication et de l'informatique. Il ne va pas de croissance dans les écosystèmes, dans d'autres domaines qui vont disparaître. La meilleure chose qui pourrait se passer pour l'environnement, c'est qu'il n'y ait pas de dégradation ni de déclin. Donc, si nous partons de cette hypothèse et que l'environnement est à 10% du PIB, qu'il n'y a pas trop de substitution entre celui-ci et d'autres biens, eh bien, pour le reste, nous pouvons utiliser les paramètres que Nordost utilise et nous obtenons les résultats qui sont publiés dans le rapport Stern. C'est illustré ici entre ce qui serait les émissions de CO2 optimales. En vert, vous avez les résultats de Stern et notre ligne jaune étant le résultat d'ICE sur 2 secteurs. Autre point, Marty a travaillé sur les queues épaisses, mais il y a une autre voie de réflexion sur ces éléments que certains voient constants exogènes. Il y a des positions dans nos consommations, des habitudes de consommation. Nous avons travaillé avec M. Gaulier, nous avons étudié ces paramètres. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ces facteurs, mais si nous pensons à une consommation relative, si je veux, par exemple, que mon salaire augmente de quelques pourcents l'année prochaine, j'ai 2 bonnes raisons. Je vais avoir plus d'argent pour pouvoir m'acheter plus de fromage français en l'occurrence. Ensuite, mon statut social est supérieur puisque je gagne plus que les autres. Du moins, c'est ce que je pense parce qu'au niveau individuel, lorsque je prends mes décisions, je pense que les salaires des autres sont constants. Mais ceux qui sont chargés des affaires sociales savent que la question de la répartition des revenus est quelque chose qui est en évolution permanente. Ici, Z, vous avez la consommation des autres et C est ma consommation. Donc, la fonction utilitaire peut être définie en gardant la positionnalité par rapport à une constante de mon revenu ou que le revenu des autres est constant. Ce qui nous donne 2 taux d'actualisation différents. Si l'on prend, par exemple, les idées, les points de Martins, vous voyez qu'il y a une différence. En fait, vous avez 2 pour le taux de croissance, 2 pour la version du risque relatif. Et si vous avez ces 6%, nous montrons que dans cet article que, en fonction des positionnalités, vous avez une différence de pourcentage
vers le bas de taux d'actualisation socialement optimum. Il semble que la positionnalité arrive à 50-50. C'est un 50% de notre intérêt à avoir plus d'argent est lié à la positionnalité, 50% est lié à des aspects physiques. Ceci signifie que ces taux d'actualisation devraient être réduits de quelques pourcents. Maintenant, je voudrais revenir à l'objet initial du débat de mon exposé. Il s'agit de choisir entre réduction maintenant, améliorer l'isolation par exemple du bâtiment, cesser de gaspiller de l'énergie avec par exemple des climatiseurs, des voitures énergivores, ou se lancer plus dans la recherche et le développement pour réduire le coût des réductions à l'avenir. Maintenant, ce choix repose aussi sur l'incertitude. Vous avez un modèle à 2 périodes avec des coûts différents pour différentes technologies. Dans l'article, vous trouverez l'ensemble de l'éventail de ces technologies, ce qui complique encore un peu plus les choses. Et ces coûts augmentent. En réduction, le coût marginal est affecté et avec une diminution en R&D et dans la première période, les bénéfices sont incertains, mais dans la deuxième période, on connaît un peu plus l'impact du changement climatique. On voit un peu plus ce qui se passe. Maintenant, si on a fait des réductions maintenant et que dans la deuxième période, le changement climatique est plus grave, eh bien, on peut très bien intervenir et ça pose moins de problèmes. Mais on a aussi un intérêt à avoir une R&D qui investit dans une réduction postérieure qui elle-même va nous coûter moins cher. Donc voici le coût marginal de réduction. Maintenant, la question du coup, c'est le triangle qui est ici. Si vous avez 2 technologies, bien entendu, on s'intéresse à un éventail beaucoup plus général, mais pour ce graphique, nous allons utiliser 2 technologies, le coût marginal et le coût du coût, avec le coût de ce que l'on appelle les technologies de soutien ou d'appoint. Mais ce soutien peut être limité pour une raison ou une autre. Et les coûts marginaux recommencent à augmenter. Et cette fonction est importante. Et je vais y revenir dans quelques instants. Ici, sur ce diagramme, comment démontrons-nous les effets des réductions dans la première période? Si, comme la flèche verte le montre ici, et que l'on a des réductions dans la première période, cela déplace et réduit le coût d'atteinte d'un certain objectif. Donc, au lieu de ce triangle ici, le triangle va se déplacer un petit peu plus vers la droite pour atteindre notre objectif. Donc, il y a un avantage à le faire. Les coûts de R&D, au lieu, vont pivoter, si vous voulez. Ils vont faire pivoter notre courbe de coûts marginaux. Donc, il est possible de comparer les avantages de la réduction immédiate et de la R&D. Et vous avez ici cette zone verdâtre et les économies à mener des réductions aujourd'hui pour l'avenir. Ces périodes sont probablement longues. C'est peut-être maintenant pour la première période et 2040 pour la seconde période. Et les avantages à mener des travaux de R&D maintenant apparaissent ici dans la zone qui est en noir, dans le triangle qui est en noir sur ce graphique. L'intérêt de cet article qui est relativement technique, je le reconnais, c'est qu'il est encore plus complexe, c'est de voir comment ces arbitrages vont varier en fonction de l'incertitude. L'incertitude étant ici que l'objectif, qui est la ligne noire épaisse ici, peut être à ce point ou à cet autre point. Ce qui nous intéresse, c'est la largeur de cette fourchette, de cette plage d'incertitude. Et ici,
we have sloping marginal benefit. Vous avez les bénéfices qui ne sont pas très élevés. Surplus we get here is Et s'il y a une variation supplémentaire de ce surplus, elle apparaît ici en jaune, elle est proportionnelle à ce qui est en vert. Avec la R&D, ce n'est pas proportionnel, c'est comme un évasement de votre triangle. Cela signifie que plus l'incertitude est grande, plus la R&D, dans une certaine mesure, more benefit. nous apporter plus d'avantages, plus de résultats fructueux. Plus l'incertitude est importante, plus on risque de se trouver dans un scénario à prix élevé, dont le prix à payer sera élevé, si bien que les avantages basculent plutôt du côté de la R&D. Maintenant, il faut savoir si ces avantages qui basculent en faveur de la R&D supposent des soutiens ou cela dépend en fait de la courbe de la fonction des coûts marginaux. Si par exemple vous avez une technologie de soutien, eh bien les avantages que l'on pourrait tirer des réductions sont relativement limités ici. Si on doit atteindre un objectif ambitieux et qu'on a une technologie d'appoint, de soutien, on va y recourir. Donc l'avantage à réduire maintenant ne sont pas aussi importants, ne sont pas aussi sensibles aux incertitudes. Cela s'applique également aux avantages qu'il y aurait à recourir à la R&D dans les technologies conventionnelles qui s'appellent ici MC1 et MC2. Ceci dit, il y a un avantage dans ce scénario à s'orienter dans une R&D plus intense dans le domaine des technologies de soutien ou d'appoint. Donc, la nature de la R&D devra évoluer. Et par conséquent, de façon générale, lorsqu'il y a une courbe avec concavité dans l'ensemble du coût marginal, c'est-à-dire l'enveloppe de l'ensemble des coûts marginaux de réduction, si cette donnée est concave, si l'incertitude de l'objectif associé à l'objectif est plus élevée, on mettra moins l'accent sur la réduction aujourd'hui et moins d'accent sur la R&D conventionnelle et on mettra un petit peu plus l'accent sur la R&D des technologies de soutien. À l'inverse, si l'ensemble de cette courbe d'enveloppe de coûts marginaux est convexe, la réduction apparaît comme un élément beaucoup plus nécessaire, indispensable. Et tout ceci a été simulé dans un modèle. Donc, si on a un objectif, on ne connaît pas notre objectif, il n'est pas chiffré. Supposons ici qu'il soit de 200. Et vous avez deux technologies qui sont prises en compte dans notre hypothèse ici. Si l'objectif est donc de 200, il me reste combien de temps? 5 minutes. D'accord, très bien. Donc l'objectif est de 200. Un tiers des dépenses vont viser cet objectif ici pour la période 1, donc investissement conventionnel, et 2 tiers des dépenses sont consacrés au conventionnel en période 2. Et ce n'est pas une répartition 50-50 en raison du taux d'actualisation. Et plus notre objectif est ambitieux en termes de lutte contre le changement climatique, plus ces défenses affectées vont augmenter. Mais ensuite, il se passe quelque chose d'étrange. Plus notre objectif devient ambitieux, si on dépasse les 400 ici, eh bien, vous pouvez constater que dans les deux périodes, la réduction
est plus importante dans le domaine des dépenses pour les R&D conventionnels et elle se reporte plus sur les autres technologies. En fait, on pourrait penser que plus on est confronté à quelque chose de grave, plus on pourrait se lancer tous azimuts dans tout type de recherche. Mais en fait, on voit qu'il y a une variation du portefeuille et ceci s'observe à la R&D. Lorsqu'on a cet objectif, par exemple, vous voyez qu'il devient de plus en plus important d'investir dans les technologies d'appoint et de soutien et nos efforts vont plus porter sur ces technologies. Pendant un certain temps, je reviens au graphique précédent, qu'il va falloir avoir moins de réduction conventionnelle, aussi bien pour la première que pour la seconde période. Mais ensuite, on atteint un point où on se dit que la technologie, le soutien a une limite. On atteint un plafond, si vous voulez. Et on observe souvent cela dans les modèles. Il y a un effet plafond. Si ce plafond est observé, il y a ensuite, alors donc ici vous avez une concavité puis une convexité, et ensuite on a utilisé tout le soutien à ce niveau, et on revient plus aux technologies conventionnelles. Alors maintenant, imaginons qu'il y a une incertitude et on ne sait pas qu'il y a une bande. Ici, l'on regarde, on considère une incertitude aux environs des 400. Plus l'incertitude est importante et plus il est probable qu'on se retrouve dans ce scénario ou dans celui-ci. Donc, l'incertitude, ici, a l'effet de conduire à une diminution de l'effort de réduction. Et ceci n'est qu'un résultat mathématique unique selon lequel la valeur fonctionnelle d'un paramètre concave d'une moyenne est inférieure à la valeur du paramètre moyen. Ceci soulève une question qui m'a été posée par des amis et que je vous pose aussi. À quoi ressemblent ces coûts marginaux? Parce que selon qu'ils seront convexes ou concaves, c'est ce qui va déterminer nos efforts, soit de réduction immédiate, soit de R&D immédiate. Plus ils sont convexes, plus il faut s'orienter vers les réductions, et plus ils sont concaves, plus on pourra se limiter à la R&D et être confiant qu'au bout du compte, on pourra utiliser les technologies d'appoint et de soutien. Nous avons étudié un certain nombre de modèles. Il y a des preuves assez différentes qui sont avancées, mais si vous pensez que la technologie, par exemple, d'appoint comme l'énergie solaire, va atteindre un plateau, alors que l'énergie solaire peut conduire à ce plateau, à cette concavité, les économistes à l'inverse, ont tendance à penser qu'on ne va plus avoir d'emplacements idéaux ou de matériaux, ou de matières premières ou de main-d'œuvre qualifiée. Donc, il va y avoir une pénurie dans l'un de ces trois facteurs, si bien qu'à un moment donné, il faudra installer beaucoup de panneaux solaires. On revient à la notion de convexité parce qu'on aura une pénurie soit de matériaux, soit d'emplacements, soit de main-d'œuvre. Maintenant, je ne sais pas est-ce que l'enveloppe
général avec beaucoup de technologies impliquées, pas uniquement deux sur une période prolongée, va jouer, ou si c'est l'autre facteur qui va jouer. Donc, est-ce que l'enveloppe de ces technologies aura un ensemble de coûts marginaux convexes ou concaves? Voilà pour ma conclusion. Merci. Okay, so this was an interesting, very interesting. Eh bien, c'était là une présentation très intéressante, non seulement sur papier, sur l'article dont je vais débattre, mais également les récents travaux des auteurs. Et l'article est encore en cours d'évolution, notamment au niveau des recherches qui permettent de voir ce qui va se passer avec ce modèle. Ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de tirer les enseignements de cet article tels que je les comprends et qui sont importants. Puis, j'aimerais revenir sur certains points précis. Très bien. Donc, l'idée est plaisante, l'idée d'un portefeuille d'actions qui nous laisserait croire que nous avons le choix entre différentes sources d'énergie à différents coûts et avec différentes conséquences pour lutter contre le réchauffement climatique. Et que devons-nous faire si nous voulons optimiser les surplus et si nous voulons optimiser le surplus des politiques de réduction? Eh bien, vous savez qu'en principe, nous devrions faire un petit peu de tout. C'est l'idée d'un portefeuille, c'est qui dit qu'il faut se diversifier. Mais maintenant, la vraie question, c'est combien devons-nous faire, à quel niveau devons-nous agir et avec quoi resterons-nous, parce qu'il est très difficile d'évaluer le rôle de l'incertitude, notamment. Et quels sont les compromis que nous devrons faire? L'un que nous faisons depuis longtemps et dont on a parlé dans la première présentation, à savoir le compromis entre des réductions maintenant ou pousser la recherche et le développement pour obtenir de meilleurs résultats plus tard. Et cet article insiste sur les différences entre ces compromis et il semble que nous ayons plusieurs sources d'énergie, plusieurs technologies et que nous devrions toutes les utiliser. Donc ça, c'est le deuxième niveau de décision lorsqu'on a un portefeuille comme cela. Lorsque j'ai essayé de comprendre de manière intuitive ce qui a été fait, il a fallu que je revienne à des graphiques très simples qui sont présentés par les auteurs, mais nous ne sommes pas avec l'article sous les yeux. Néanmoins, ces graphiques sont très utiles parce qu'ils traitent un modèle relativement complexe, enfin un modèle à la fois simple et compliqué. Il est simple parce que il s'agit que d'un modèle sur 2 périodes, donc vous n'avez pas toutes ces dynamiques et distinctions entre court terme et long terme, donc c'est simple. Mais comme nous le savons et comme nous nous y attendons, c'est très compliqué parce que dès que nous commençons à prendre sérieusement en compte l'incertitude, nous savons qu'il est très difficile d'obtenir un résultat précis. Donc nous avons là un cadre très pratique pour bien comprendre cela. Et nous avons vu les simulations avec ces modélisations dont nous en avons parlé. Je ne vais pas insister, mais vous avez le prix ici sur l'axe vertical avec le prix optimisé, tenant compte la taxe carbone, etc. Et nous avons la première technologie, la technologie que nous connaissons, avec un coût marginal linéaire. Puis vous avez ces technologies d'appoint et vous avez la demande qui est la courbe descendante qui est un bénéfice marginal. Et si elle était basse, eh bien nous n'utiliserions pas ces technologies d'appoint qui sont chères. Mais lorsque la demande augmente, nous devons le faire. Puis il y a une limite à l'utilisation de ces technologies d'appoint et nous allons peut-être être obligés de nous retourner vers l'ancienne technologie. C'est l'exemple de l'article. Et le problème, c'est que le bénéfice marginal est incertain, donc nous ne savons pas réellement ce que nous devrions faire. Et l'objet de cet article est d'évaluer l'effet de l'incertitude dans l'ensemble sur les compromis que nous devrons faire dans nos décisions. Donc, il y a des résultats et au moins, oui, il y a des résultats
on voit qu'il y a un lien à la connaissance qui est la convexité du coût de la réduction, et les auteurs suivent quels sont les éléments les plus importants dans la modélisation et qui ont des conséquences sur les résultats. Et comme d'habitude, il est très difficile d'obtenir des résultats très spécifiques. Les idées simples du style plus de prudence à utiliser de manière plus précautionneuse, et deuxièmement que la manière la plus précautionneuse dans ce contexte peut signifier plus de recherche, parce que si les choses tournent mal, nous serons ravis d'avoir fait plus de recherche afin d'identifier de nouveaux moyens de nous fournir en énergie. Mais si toutes ces idées sont très sensible aux hypothèses, et le problème est qu'il est très difficile de savoir exactement où nous en sommes. Donc je pense que cet article propose un cadre tout à fait intéressant parce qu'il est à la fois simple. En revanche, les conclusions restent un petit peu incertaines et il est difficile de savoir exactement ce que nous pouvons obtenir de ce modèle. Très bien. Je ne vais pas rentrer trop dans le modèle ou dans la modélisation. Je voulais simplement mettre en lumière quelques points qui étaient importants dans l'article et qui n'ont pas été mentionnés durant la présentation, à savoir cette idée d'un panel, d'un ensemble de technologies différentes. Donc l'importance d'avoir non pas une seule voie, mais plusieurs voies technologiques. Et lorsque vous regardez l'article, vous voyez que dans la modélisation, il y a quelque chose de très important, très intéressant. Quand vous regardez les réductions sur la première période, le choix des technologies de réduction est relativement facile. Mais c'est lorsque l'on décide d'une réduction totale dans la première période, on sait exactement comment on va la distribuer sur les différentes technologies. En revanche, pour la deuxième période, les choses sont tout à fait différentes parce que tout va dépendre. Peut-être allons-nous faire la même sorte de choses, mais à ce moment-là, tout va dépendre des séries d'investissements précédents et du coup, il devient très difficile d'atteindre une conclusion. Et donc, tout cela me laisse à une question qui me laisse un petit peu perplexe. Lorsque vous étudiez la convexité afin d'analyser les effets de l'incertitude, vous prenez un cas et un niveau de réduction sur la première période comme étant un fait, une donnée. Donc c'est une donnée, mais c'est partiel parce que ces données sont endogènes et réagissent à l'incertitude. Donc si vous voulez avoir une idée complète des effets de l'incertitude, nous devons prendre en considération plus d'interactions entre tout cela. Par ailleurs, je voulais dire mon regret de voir que les compromis entre les réductions de la première période et la recherche et le développement, on voit qu'il y a réduction et investissement dans la connaissance dans la première période, et j'aurais souhaité voir comment ces compromis entre ces deux catégories sont affectés par l'incertitude. Ce serait un problème tout à fait intéressant et je ne sais pas si vous disposez d'éléments pour répondre à cette question. Voilà, eh bien écoutez, j'en ai fini. Donc, je ne sais pas, je pense qu'il s'agit là d'un projet tout à fait utile, mais nous continuons à avoir besoin de conclusions plus précises et plus spécifiques, et je sais que c'est ce que vous êtes actuellement en train de rechercher. Merci.